Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire consacré au traitement de la photo de paysage avec les outils globaux et locaux de DxO Photolab. Alors dans cette présentation, on va faire un petit peu un rappel de ce qu'est Photolab, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas bien le programme. Et ensuite, on prendra un cas concret. Je vous montrerai quelques outils en action. Alors, la photo de paysage, en fait, c'est quoi exactement? En fait, tout dépend évidemment de l'environnement dans lequel vous vivez ou que vous aimez photographier. Personnellement, je suis coincé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique, donc dans mes paysages, il y a forcément toujours beaucoup d'eau, beaucoup de bateaux. Voilà, donc pas de photos de montagne ni de campagne chez moi, plutôt les bords de l'estuaire, comme vous pouvez voir ici. Alors, je me présente quand même, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant. Je réside dans le Médoc, à Pauillac, très exactement, voilà, depuis quelques années. Et je suis l'auteur de livres, de tutoriels sur des sujets divers et également le rédacteur des guides utilisateurs de DxO depuis 7 ou 8 ans maintenant. Ils me font confiance et évidemment, de temps en temps, je participe aux webinaires en langue française pour vous présenter les logiciels. Alors ici, on est dans DxO Photolab. C'est un logiciel qui permet de traiter vos fichiers RAW essentiellement. Donc on a un onglet Photothèque qui permet d'organiser un petit peu son travail et on a surtout l'onglet personnalisé avec des tonnes d'outils. On va en voir quelques-uns ce soir. On ne va pas tous les voir évidemment, mais je vais vous montrer quelques principes de fonctionnement en termes de réglages globaux, c'est-à-dire sur toute l'image, et des réglages plus localisés avec notamment les points de contrôle, le pinceau, le filtre gradué qu'on verra à l'œuvre ce soir également. Donc la photo de paysage, ou peu importe la photo, en fait, quand vous ouvrez un fichier RAW dans DxO Photolab, vous savez que celui-ci applique automatiquement un certain nombre de corrections. Alors ici, je suis sur un TIFF parce que c'est un assemblage de panorama. Je vais basculer sur une autre image, comme ceci. Voilà, donc là, on a un fichier Canon, et lorsque vous ouvrez un fichier de ce type dans Photolab, celui-ci applique un certain nombre de corrections, à commencer par la balance des blancs de l'original, c'est-à-dire telle qu'elle a été enregistrée par le boîtier. On a également des corrections avec le DxO Smart Lighting, c'est-à-dire l'outil qui permet de corriger la tonalité, c'est-à-dire la luminosité, le contraste de l'image, donc en mode uniforme et en mode léger, donc juste une petite touche de correction. On a également la réduction du bruit qui est activée. Comme vous pouvez le voir, en fait, à droite, dans toutes les différentes sous-palettes, vous avez ce petit interrupteur qui est bleu sur Mac et qui est gris sur PC, qui indique tout simplement les corrections qui ont été appliquées à l'ouverture de l'image. Donc, il y a toujours un petit peu de réduction de bruit, évidemment, dans les ombres notamment. Donc, en fait, le logiciel fait la chasse au bruit. Et ça peut être important en photo de paysage parce qu'on peut avoir des écarts de contraste importants avec des zones très denses, par exemple. Peut-être travaillez-vous avec un appareil photo qui est plus ancien, qui génère plus de bruit dans les ombres, et si vous tentez d'éclaircir ces ombres, évidemment, vous risquez de faire monter le bruit, mais fort heureusement, DxO Photolab est là pour parer à ce problème. Donc, on a la réduction du bruit. Et évidemment, on a également les corrections des défauts d'objectif, c'est-à-dire le vignettage, la distorsion qui sont complètement automatiques, l'aberration chromatique également, c'est-à-dire, vous savez, ces franges colorées qui apparaissent sur les bords des branches d'arbres qui se trouvent devant un ciel ou des nuages très blancs, par exemple. Et on a également une optimisation de la netteté de l'objectif, c'est-à-dire que DxO Photolab va s'efforcer d'égaliser le piqué, la netteté des détails dans l'image en fonction de leur position dans la photo. C'est-à-dire qu'on sait qu'au centre, une image est toujours plus nette que sur les bords, et Photolab, lui, va faire vraiment le maximum pour égaliser, pour harmoniser cette netteté, et cette netteté est évidemment très importante également en photo de paysage qui en général regorge de beaucoup de détails. D'ailleurs, moi qui fais pas mal de drones depuis quelques temps maintenant, je confie systématiquement mes images
de drone à DxO Photolab pour profiter premièrement de cette amélioration de la netteté et également de DxO Clearview qui permet de corriger le voile atmosphérique, mais pas que, et qu'on verra à l'œuvre également un petit peu plus tard. Alors pour la photo de paysage, vous voyez, donc là je zoome dans mon image, donc le vignettage est corrigé, la tonalité est corrigée également. Vous voyez, si je change de mode de DxO Smart Lighting, par exemple, vous voyez, j'ai de légères variations, j'ai mon image qui s'éclaircit un petit peu, donc il va aller chercher un peu plus de détails dans les ombres, vous voyez, donc vous pouvez déjà chercher votre exposition comme ceci. Ce qui est important évidemment également, c'est la balance des blancs, bien sûr. Alors la balance des blancs, c'est pas toujours évident parce que dans un paysage, on va pas retrouver du blanc ou du gris neutre, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, on va utiliser tout simplement une charte de gris ou une mire qu'on va poser quelque part dans l'image. Le problème, c'est que votre paysage est immense, il y a des variations de lumière selon l'inclinaison, selon tout un tas de paramètres qui fait que eh bien, votre charte de grille va peut-être être efficace pour la zone de l'image dans laquelle elle se trouve, mais pour le reste, c'est pas forcément exact. Donc la balance des blancs, ça reste un problème pour le traitement des photos de paysage. Donc à vous de donc la balance des blancs pour le paysage, c'est pas évident non plus. Donc l'idéal, c'est de voir ce que donnent les réglages originaux et puis peut-être de tenter votre chance avec des pré-réglages comme la lumière du jour. Donc vous voyez ici, on bascule vraiment dans du tout jaune. Si je prends du nuageux, je vais plutôt dans des teintes plus chaudes, dans les rouges orangés. Donc à chaque fois, il y a une compensation comme ceci. Et sinon, vous utilisez le curseur température et vous essayez soit de refroidir un peu l'image, comme ceci, ce qui risque d'introduire un petit peu de magenta, vous voyez, comme ici. Donc à ce moment-là, on prend le curseur teinte et on le déplace vers la gauche pour compenser. Alors c'est vraiment très très subtil, hein, il faut faire bien attention avec votre réglage de balance des blancs. Alors moi je vais rester sur celle de mon boîtier, je lui fais confiance. Et pour traiter mon paysage ici, ce que je peux faire, c'est utiliser la tonalité sélective, hein. Si le smart lighting ne vous convient pas ou ne permet pas de traiter tous les problèmes, par exemple si vous avez des hautes lumières à un point particulier comme ici sur les maisons, vous pouvez toujours essayer d'utiliser la tonalité sélective. Vous voyez, je prends mon curseur haute lumière et je le déplace vers la gauche. Alors ma sous-palette s'active automatiquement et là, vous voyez, je récupère un petit peu de matière dans ces parties de l'image, hein. Je peux également travailler sur les tons moyens, je vais les éclaircir vraiment pour redonner un petit peu de luminosité à la totalité de l'image ou plus sombre en allant vers la gauche, bien évidemment. Alors vous connaissez l'astuce, hein, vers la droite c'est toujours plus clair et vers la gauche c'est toujours plus sombre. Et si on fait un double clic sur le curseur, on le remet à 0. Là c'est pareil, on a des ombres, donc je peux éclaircir les ombres. Vous voyez, donc là, j'interviens vraiment uniquement sur les ombres. Alors, comme il y a des ombres également dans les arbres, bien évidemment, j'éclaircis les ombres. Donc, il faut également faire attention à ce genre de problème. Et puis surtout, avoir la main légère. Si vous booster un petit peu les ombres comme ceci, si vous les éclaircissez, il y a une bonne astuce également et qui fonctionne également si vous éclaircissez un peu les tons moyens, c'est de redonner de la densité avec le curseur noir comme ceci. Vous voyez, je redonne un petit peu de densité à mon image. Et si je fais une comparaison avant-après, je monte tout en haut de mon interface, je clique sur le bouton comparer. Alors ça, c'était l'image avant, ça, c'est l'image après. Alors, laquelle est la meilleure? Laquelle préférez-vous? Je préfère un petit peu plus dense comme ça, mais ici, je vous montre simplement le fonctionnement des différents outils qui sont à votre disposition pour faire du traitement d'images de paysage. Donc là, pour l'instant, on reste sur du global. Très important également en paysage, on a la sous-palette contraste qui contient évidemment le curseur contraste. Alors le contraste va servir à quoi? Eh bien tout simplement à comment dire, à aplatir l'image ou la rendre
plus dense dans les tons sombres et plus éclatante dans les tons clairs. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer sur l'écart qu'il y a entre les tons sombres et les tons clairs de l'image. Donc, si je renforce mon contraste comme ceci, j'augmente cet écart. C'est-à-dire que je rends les parties sombres de l'image plus denses et les parties claires plus éclatantes. Et à l'inverse, si je déplace mon curseur contraste vers la gauche, vous voyez, j'aplatis tout, c'est-à-dire que j'essaye d'égaliser la luminosité, en fait, à la fois dans les tons les plus sombres et dans les tons les plus clairs. Alors évidemment, là, le résultat n'est pas très beau. Encore une fois, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'outil et à quoi il sert. Alors, on va le remettre à 0, double-clic. On a également un outil qui est très chouette qui s'appelle le micro-contraste. En fait, c'est tout simplement un renforcement du contraste local. Vous voyez, je vais le pousser vers la droite, comme ceci. Alors, je vais exagérer un petit peu ma correction. Vous voyez, ça révèle les détails tout simplement en augmentant le contraste, donc cet écart qu'il y a entre la densité des tons sombres et l'éclat des tons clairs, mais ça va jouer au niveau des micro-détails. Et donc, par exemple, pour les arbres, vous voyez ici, ça fonctionne très très bien et ça donne vraiment de la pêche. Par contre, si on regarde le sol, ici devant, on voit que ça donne un effet HDR. Donc, faites attention également à ne pas trop exagérer. Cut. Faites également attention de ne pas exagérer les corrections. Donc, je vais revenir avec mon micro-contraste et vous avez vu à droite, vous avez une petite baguette magique et si vous cliquez dessus, vous pouvez demander à DxO Photolab d'appliquer pour vous un réglage qui est ici assez modeste, de l'ordre de 16. Si vous avez une licence de DxO FinPack, qui est le logiciel qui permet de faire du travail plus créatif, de la simulation de films argentiques, vous disposez du contraste fin donc à l'intérieur de FinPack, donc FinPack qui est installé automatiquement sous forme de palette donc intégrée à DxO Photolab. Vous pouvez l'utiliser soit en mode indépendant, soit directement intégré dans Photolab avec l'avantage de pouvoir rester dans un flux RAW. Donc, quand vous installez FinPack, eh bien, automatiquement, vous avez le curseur contraste fin. Alors, pour l'édition Elite, je précise, qui apparaît également dans l'onglet personnalisé de Photolab. Et contraste fin, en fait, c'est tout simplement un micro-contraste qui fonctionne sur des détails de plus grande importance au niveau de l'image. Donc, par exemple, pour travailler sur un visage, par exemple, on pourrait plutôt utiliser le contraste fin que le micro-contraste. Alors, dans le cas d'un paysage, ça donne quoi? Donc, vous voyez, je le déplace pas mal vers la droite également. Donc, vous voyez, on a un effet de renforcement du micro-contraste, mais qui reste quand même plus subtil que celui du micro-contraste qu'on a utilisé il y a quelques minutes, où dans l'herbe, ici, on avait un petit peu l'impression qu'on était en mode HDR. Donc, essayez de jouer, si vous avez accès à ce curseur, de jouer avec les deux pour voir le meilleur résultat. Alors, vous avez le contraste. Ça, c'est une bonne chose. Et qui dit contraste, alors je remets tout à 0. Je vais également remettre à 0 la tonalité sélective, comme ceci. Voilà. Et je vais aller voir un outil qui existe aussi dans l'édition Elite de Photolab, qui est un outil formidable, qui s'appelle Clearview Plus et qui est très pratique en paysage parce qu'il permet non seulement d'atténuer le voile atmosphérique, on verra encore tout à l'heure comment l'utiliser, mais il permet également, de par son action, en fait, il restaure les informations de noir, en fait, les parties les plus denses de l'image qui sont en quelque sorte sabrées, coupées par la brume, le voile atmosphérique. Alors, le réglage par défaut est assez intense, il est à 50%. Alors, attendez, je vais cliquer juste sur le bouton pour le mettre en œuvre. Vous voyez, donc le résultat est plutôt pas mal dans le cas de cette image et ça vous permet de récupérer donc de la couleur, des détails et c'est vraiment un plus pour la photo de paysage, c'est même absolument indispensable. Je vais aller voir un autre exemple, par exemple ici, cette photo. Regardez donc une photo qui est assez terne, qui est assez plate. On va voir ce que donne la tonalité, non pas la tonalité sélective, pardon, mais Clearview Plus. Vous voyez,
le résultat est quand même assez spectaculaire. Vous voyez, donc j'éteins la sous-palette, ça c'est avant, et ça c'est après. Donc là, on a déjà une base de travail, on a des détails dans les nuages qu'on ne voyait pas tout simplement parce que cette information dans les noirs était perdue et que Clearview, les algorithmes de Clearview permettent de restaurer. Alors évidemment, vous pouvez réduire son intensité si vous trouvez que l'effet est vraiment trop poussé, trop exagéré, notamment si après vous allez travailler avec les curseurs de contraste, faites également attention à ça. Alors, le Clearview permet également de récupérer du bleu dans le ciel, des détails dans le ciel. Vous voyez, je vais l'activer sur cette photo. Vous voyez, je restaure bien mon bleu du ciel. Alors, tandis que sans le Clearview, il est plutôt lavace. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que DxO Clearview Plus est également disponible dans les réglages locaux. Donc voilà pour Clearview. N'hésitez pas à l'utiliser hein, à petite dose. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien avec vos photos de paysage. Je vais passer sur mon TIFF ici, sur mon image panoramique. Alors ça, c'est l'assemblage de 12 photos faites à main levée. L'assemblage était fait dans un autre logiciel parce que Photolab ne permet pas d'assembler de panorama. Donc c'est des fichiers RAW que j'ai pris verticalement. Évidemment, j'avais pas mon trépied avec moi, donc il faut simplement faire bien attention de se caler sur la ligne d'horizon. Et là, vous voyez que l'image, bon, ça a été pris un soir d'hiver, c'est assez plat, mais avec des outils comme DxO Clearview Plus, par exemple, vous arrivez vraiment à obtenir des choses qui sont pas mal du tout. Hein. Regardez, je l'active. Hein, vous voyez déjà, rien que Clearview Plus, sans rien toucher d'autre, permet de récupérer vraiment de la matière, de la texture dans le ciel, également la vase qui est devant. Et bien évidemment, vous allez pouvoir travailler votre contraste avec le contraste fin. Là, vous voyez ici, je travaille vraiment qu'en global. Alors, j'exagère toujours un petit peu les corrections pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'écran. Et évidemment, quand vous agissez sur le contraste comme ceci avec Clearview Plus ou des curseurs comme micro contraste et contraste fin, sachez que Photolab vous, vous protège toujours de montées de bruit excessives, notamment dans les parties sombres de l'image. Et ça, c'est quelque chose que d'autres logiciels concurrents ne sont pas capables de faire. Donc, il y a vraiment une intégration de tous ces outils. Et une chose dont je n'avais pas parlé, et pour finir donc cette partie consacrée aux réglages globaux, je vais vous montrer bien évidemment l'accentuation des couleurs comme ceci, où vous avez le curseur vibrance et le curseur saturation. Alors si je prends le curseur vibrance, vous voyez, je vais renforcer mes couleurs vraiment de manière très subtile, notamment sur le bleu du ciel. C'est très efficace sur le bleu du ciel. Et les couleurs qui sont déjà un petit peu saturées, comme le vert de l'herbe, ici, lui, ne sera pas trop affecté. Vous pouvez également utiliser, si vous préférez, saturation. Alors, saturation agit globalement donc sur toutes les couleurs de la même manière, tandis que vibrance a une approche plutôt sélective. Voilà, vous pouvez évidemment utiliser les deux si vous le souhaitez, et ces corrections sont également disponibles dans les réglages locaux. Donc voici pour la photo de paysage de manière globale, avec une approche globale uniquement, vous avez vu, avec les outils qui sont dans la palette outils essentiels. Hein. Je n'ai pas été voir d'outils plus sophistiqués, je n'ai pas utilisé la courbe de tonalité, je me suis débrouillé avec ça. Vous avez déjà à votre disposition une palette d'outils qui est très puissante. Donc voilà pour les réglages globaux, donc dans le traitement d'images de paysages avec DxO Photolab. Cut. Alors, merci. Donc voilà pour la première partie. Donc je vais attaquer la deuxième partie qui est consacrée aux réglages locaux, et je vais faire comme si c'était un autre webinaire. Donc ne soyez pas surpris par le changement de rythme. Est-ce que du point de vue image et son, vous
vous suivez toujours. Là, je vois qu'il y a un ou deux soucis. Donc, on me répond que pour l'instant, tout est bon, rien n'est signalé. Alors, je vous rappelle hein, que le webinaire est enregistré et il sera disponible dans quelque temps sur la page de la DxO Academy. Pas de souci de ce côté-là. Hein, si vous loupez une partie ou si vous avez complètement loupé, si vous êtes arrivé en retard, peu importe, vous avez la possibilité de revisionner à votre guise euh, le webinaire qui sera coupé, amputé de tout le blabla comme je suis en train de faire maintenant et de mes quintes de tout également, pardon, voilà, comme ceci, le bruit du ventilateur derrière moi et des mobylettes qui passent dans la rue. Donc, maintenant, je vais faire comme si je démarrais un autre webinaire. Donc, ça va être une nouvelle session de 15-20 minutes. Et ensuite, quand tout sera terminé, je passerai à la session de questions-réponses, bien évidemment. D'accord? Donc, gardez vos questions pour la fin. J'aurai 10 minutes pour vous, pas de problème pour répondre à vos questions. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, bonsoir, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré au traitement de la photo de paysage dans DxO Photolab. Et dans cette session, nous allons parler plus particulièrement des outils de correction locale, donc ce qu'on appelle les réglages locaux dans DxO Photolab 3. Alors, je me présente, je suis Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant. Et notamment, je suis le rédacteur des guides utilisateurs des produits DxO depuis un certain nombre d'années maintenant et je participe également, comme vous pouvez le voir ce soir, aux webinaires et également les webinaires de présentation de produits. Donc, on se reviendra. Cut. Donc, on se reverra très bientôt, croyez-moi. Alors, pour la photo de paysage, avec les outils locaux. Alors, pourquoi les outils locaux? Eh bien, tout simplement parce que le problème des outils globaux, justement, c'est leur globalité et un paysage est toujours composé de différents éléments qui sont très différents les uns des autres d'un point de vue luminosité, d'un point de vue texture, d'un point de vue couleur. Vous avez le ciel, vous avez la partie sol, évidemment, vous avez les détails dans le paysage. Donc, tout ça, ça mérite peut-être une approche plus fine. Donc, dans le précédent webinaire qui était consacré à la correction, au traitement de paysages avec les outils globaux, vous avez vu qu'on pouvait faire vraiment des choses très très intéressantes, hein, comme vous voyez pour cette photo panoramique. Si je clique sur comparer, vous voyez ça c'est l'image à l'entrée dans DxO Photolab et ça c'est l'image après et uniquement avec les réglages globaux. Donc on peut vraiment déjà faire énormément de choses de ce point de vue. Alors maintenant on va changer de photo et on va aller un petit peu dans le mauvais temps. Il n'y a pas beaucoup de couleurs ici, donc on va voir ce qu'on peut tirer de cette image. Et là, je vais utiliser essentiellement les réglages globaux. Alors tout d'abord, avant d'attaquer ce traitement d'image, je voudrais simplement vous montrer deux, trois petites choses. Par exemple, vous pouvez voir ici que l'horizon et un petit peu de travers. Alors vous allez me dire oui, c'est normal parce que c'est l'estuaire et que à un moment il se vide, donc ça penche d'un côté et puis après il se remplit, ça penche de l'autre. Non, non, c'est vraiment moi qui ai mon horizon de travers. Alors c'est très drôle parce que là j'ai utilisé un super grand angle et même avec l'assistance, avec le quadrillage dans le viseur, on arrive encore à se planter côté horizon et je pense que c'est lié en fait à la manière dont on déclenche, on appuie sur le déclencheur, donc on incline imperceptiblement l'appareil photo vers la droite. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse du phénomène. Donc faites bien attention à ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez un problème de ce genre, il n'y a aucun souci. Photolab va vous proposer de redresser votre image. Donc vous voyez, donc j'ai cliqué sur le niveau à bulle qui se trouve dans la barre d'outils tout en haut. Je déplace ma ligne de référence, vous voyez, comme ceci, et je vais prendre le disque de droite, je vais l'aligner à peu près sur la ligne d'horizon, comme ceci,
et je vais cliquer sur prévisualiser donc pour voir le résultat avant de me décider. Alors vous voyez que quand on redresse une image, on perd déjà une partie de sa surface. Vous voyez ici, on doit être aux alentours de 5 à 8% de surface d'image pour une image qui est à peine penchée. Alors faites bien attention quand même quand vous faites vos photos, notamment lorsque vous composez des images au super grand angle, c'est très piégeux. Donc maintenant, je clique sur appliquer. Donc voilà une première chose. Ensuite, ce que je constate dans la photo, c'est il y a deux choses qui me gênent. D'abord, il y a cette tache blanche en bas à gauche et il y a ce point rouge ici en plein milieu. Et ça attire tout de suite mon regard. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre forme d'outil de correction locale. C'est tout simplement l'outil de réparation. Alors, je vais zoomer dans l'image. Pour ça, j'utilise la molette de la souris comme ceci. Je me déplace dans la photo. J'active mon outil de réparation, donc c'est le petit pansement là qui se trouve en haut. Je clique dessus. Je peux ajuster le diamètre de mon pinceau, la taille du pinceau avec le curseur qui se trouve ici en bas à gauche, vous voyez, comme ceci. Je peux également jouer sur l'opacité, sur le contour progressif, c'est-à-dire la diffusion de la correction. Donc là, je vais juste passer un petit coup comme ça dessus. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur la barre espace pour reprendre la main. Je me déplace dans l'image. J'ajuste de nouveau la taille de mon pinceau. Alors, il y a un raccourci clavier pour faire ça, évidemment. Là, je le fais avec le curseur pour que vous voyez bien où se trouve le panneau de contrôle. Et je vais cliquer sur peut-être mon bouchon de soda dont je ne citerai pas la marque. Hein, je ne sais absolument pas ce que c'est et j'aimerais juger de la correction. Maintenant, je clique en bas sur voir les masques pour désactiver l'affichage des masques de réparation. Je reprends la main avec la touche espace. Ici, apparemment, la correction a bien fusionné dans le reste de l'image. Je clique sur fermer. Donc voilà mon image qui est à peu près propre. Et maintenant, autre problème, c'est que je trouve qu'elle tire un petit peu sur le jaune. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu jaunâtre comme ceci. Alors attendez, je vais fermer en bas l'explorateur d'image. Je vais ajuster la taille de l'image au maximum pour que vous puissiez bien voir. Je trouve que c'est un peu jaune. Alors il y a la vase de l'estuaire qui effectivement qui est très marron comme ça, mais même globalement ça influe sur tout le reste de la photo. Alors évidemment il y a la possibilité de régler la balance des blancs, mais le problème de la balance des blancs, c'est qu'ici, on n'a pas vraiment de zone neutre, ou alors on tente le coup, on prend sa pipette et on essaye de voir, par exemple, si on clique dans un nuage, comme ceci, si ça a une influence. Là, ça n'a pas d'influence du tout. Là, je clique qu'ailleurs. Maintenant, si je clique évidemment sur la cabane ici, dans la couleur bois de la cabane, voilà, ça devient bleu, évidemment, ça compense hein, avec le bleu. Et donc, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Alors évidemment, on peut réinitialiser dans la barre qui se trouve, la barre d'outils qui se trouve sous l'image, et on peut essayer de trouver d'autres endroits. Par exemple, tiens, essayons dans la vase. Ah, c'est pas mal ça. Vous voyez, je clique dans la vase, ça m'a réintroduit du bleu et en fait, ça m'a complètement neutralisé cet aspect un petit peu rouge orangé de toute l'image. Ben, je crois qu'on va rester comme ça. Donc voilà, je suis en réglage manuel de la balance des blancs, très bien. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux réglages locaux. Alors, je ferme comme ceci et je monte tout en haut. Je clique sur réglages locaux. Voilà. Et là, que faut-il que je fasse? Je trouve déjà que mon ciel manque totalement de présence et j'aimerais bien également un petit peu plus de patate dans la partie basse de l'image. Hein. Il y a de la structure, il y a de la texture. J'aimerais bien que ça ressorte. Hein. Alors, je ne vais pas faire du paysage hyper réaliste. Je vais un peu exagérer mes corrections pour que vous puissiez voir le fonctionnement des outils. Alors, pour mon ciel, première chose, eh bien, je vais tout simplement je peux utiliser par exemple un point de contrôle pour renforcer la présence des nuages. Donc, une fois que les réglages locaux sont activés, je fais clic droit et dans le menu radial, ici, je peux sélectionner filtre gradué, point de contrôle comme ceci. Alors, je clique sur point de contrôle, il était déjà sélectionné. Je me pose sur un nuage plus sombre en haut à gauche comme ceci
et je tire un petit peu, j'augmente le diamètre, le rayon d'efficacité de mon point de contrôle, et éventuellement je peux poser un autre point de contrôle ailleurs sur un autre ton de gris, et encore ici. Donc vous voyez ici, je pose des points de contrôle secondaires en fait. D'accord? Ça veut dire que je vais agir sur ce premier point de contrôle et ça va également agir sur les autres. Alors, dans mon égaliseur, là, je suis dans la section couleur. Vous voyez la pastille bleue qui est les commandes de couleur. Alors, je passe d'abord dans la section lumière et là, je vais pouvoir, par exemple, jouer avec l'exposition. Voilà, comme ceci, vous voyez, je redonne de la densité au ciel, j'augmente le contraste, ça c'est également une bonne astuce, vous voyez, pour l'écart entre les parties les plus brillantes de l'image et les parties les plus sombres. Donc là, dans le ciel, il n'y a pas trop d'écart, donc c'est peut-être même pas trop la peine d'insister de ce côté-là. On a le micro-contraste, mais on n'a pas beaucoup de détails. On va d'abord voir ce que nous permet Clearview Plus, donc la correction du voile atmosphérique que j'utilise beaucoup en photo de paysage. Même quand il n'y a pas de voile, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, j'augmente. Maintenant, la correction est regardez. Alors, on attend que voilà, l'image, ça juste regarder tous les détails que j'arrive à récupérer, tout simplement parce que Clearview permet de récupérer les informations perdues dans les noirs à cause de la brume notamment. Donc ça agit sur le contraste et également sur la saturation. Donc à côté, je retrouve les curseurs qui correspondent à la sous-palette tonalité sélective ici à droite. Hein, donc là, je pense que de ce point de vue-là, on est pas mal. Alors ça, c'est avec les points de contrôle, mais j'aurais très bien pu le faire avec un filtre gradué. Alors, on va voir, on va descendre dans la sous-palette réglages locaux, hein, qui est récente et qui vous permet de gérer votre travail en ce qui concerne les réglages locaux. Vous voyez notamment quand on commence à accumuler des points de contrôle, des filtres gradués, des coups de pinceau, tout va s'afficher sous forme de liste ici à droite et c'est extrêmement pratique. Donc par exemple, moi j'aimerais bien voir l'effet sans les points de contrôle. Donc je clique sur l'œil, voilà, comme ceci. Alors attendez, ça met un petit peu de temps voilà, sur le bouton, ça met un peu de temps à réagir. Voilà. Donc là, c'est sans ma correction du ciel et je clique encore une fois sur ce bouton. Voilà, donc mon ciel revient. Ça prend, il y a un petit peu de lag, hein. Je pense que mon ordinateur va être un petit peu fatigué ce soir. Et si je veux supprimer toutes ces corrections d'un coup, eh ben, c'est très simple. Je sélectionne dans la liste des réglages locaux et je clique sur la corbeille, donc la correction disparaît. Maintenant, j'aimerais plutôt appliquer un filtre gradué. Très bien, je fais un clic droit comme ceci. Dans le menu radial, je sélectionne filtre gradué et je le trace dans l'image comme ceci. Vous voyez, donc je vais m'arranger pour que le masque bleu cyan là qu'on voit recouvre bien tout le ciel. Et là, c'est l'ensemble du ciel qui est sélectionné, alors qu'avec les points de contrôle, j'avais plutôt sélectionné les nuages sombres. Et là, je recommence, je joue sur l'exposition, hein, j'assombris, je passe également du Clearview plus, vous voyez, donc je retrouve un ciel plus présent, plus dense, donc c'est une autre manière, une autre approche pour traiter votre ciel. Maintenant, j'aimerais passer dans le bas de l'image et là, je vais m'amuser un petit peu à faire ressortir tous ces détails. Donc, je vais cliquer sur Nouveau masque en bas, comme ceci, clic droit, et là, je peux prendre eh bien, soit un filtre gradué que je vais tirer du bas, point de contrôle non, parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents, beaucoup de couleurs différentes, donc je serai obligé de multiplier les points de contrôle. Donc, je vais simplement prendre mon pinceau, comme ceci, mon pinceau de retouche, je vais ajuster son diamètre, et sans faire pour l'instant aucune correction, je vais tout simplement, alors je réduis le contour progressif, voilà, je vais tout simplement peindre dans la partie basse de l'image. Donc vous voyez, alors j'essaye de ne pas trop déborder sur l'horizon, hein, mais on y arrive très très bien avec un petit peu de,
voyez, ça recouvre très très bien. Il n'y a pas de lag comme dans d'autres logiciels que je ne nommerai pas. Voilà, c'est très agréable à utiliser. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là j'ai posé un masque. Vous allez me dire, c'est très bien, il a repeint son sol en bleu, magnifique, formidable, mais où veut-il en venir? Eh bien, je vais vous montrer. Regardez maintenant, je passe dans l'égaliseur et là, je vais basculer sur micro-contraste, comme ceci. Et vous voyez, dès que j'active le curseur micro-contraste, le masque bleu disparaît pour que je puisse voir ce que je suis en train de faire et tout le reste de l'égaliseur se masque également automatiquement. Et là, je vais renforcer mon micro-contraste. Vous voyez, donc on a les détails, vous voyez, qui apparaissent. Hein. Si je vais en haut de l'image, regardez avant, après, donc, hein, vous voyez la différence, rien qu'avec le curseur micro-contraste, mais on peut également utiliser, bien sûr, Clearview, ça va également marcher. Regardez, je prends Clearview, donc je vous ai dit que c'est un outil qui était extrêmement important pour le travail sur les paysages. Vous voyez, parce que là, non seulement je renforce le micro-contraste, mais en plus, je renforce, je donne de la pêche aux couleurs. Vous voyez, donc là, j'ai la mousse verte là dans les puits en bois qui réapparaît. J'ai la végétation ici qui reprend de la couleur. J'ai ma vase qui redevient marron, marron rougeâtre. Éventuellement, je peux passer dans la partie couleur comme ceci et augmenter. Je suis toujours dans le même masque. Hein, augmenter le réglage du curseur vibrance pour donner. Alors, je vais exagérer, hein, exprès. Voilà, comme ceci pour redonner de la pêche à mes couleurs. Donc voilà une palette assez vaste des possibilités uniquement avec les réglages locaux et bien évidemment vous pouvez cut et bien évidemment vous pouvez également combiner les réglages locaux avec les réglages globaux, ne l'oubliez pas. Donc faites simplement attention de pas trop exagérer les corrections comme moi je le fais devant vous, mais c'est plus pour la démonstration. Et vous voyez que les outils sont d'une extrême souplesse, d'une extrême efficacité. Et dans l'absolu, cette image, tous les travaux que j'ai fait dessus depuis 10 minutes, un quart d'heure, si je n'étais pas en train de vous parler en même temps, je ferais le même travail en 2-3 minutes maximum. Donc on a également la possibilité d'être très productif. Donc je clique sur fermer. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire pour la correction et le traitement des paysages avec les outils de réglage locaux de DxO Photolab 3. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session également et je vous dis à très bientôt. Alors ne partez pas parce que maintenant on va passer à la session questions-réponses qui, je ne crois pas que les questions sessions-réponses soient diffusées après par la suite lorsque le webinaire repasse à la DxO Academy. Alors ce que je vous propose, c'est de remonter les questions progressivement. Alors, une petite critique à laquelle je vais répondre, très rapide, oui, je sais, j'ai que un quart d'heure par session. Avant, j'avais 1 heure. Et c'est vrai que je suis obligé d'accélérer pour vous montrer le maximum de choses. Après, j'espère que ça ne lag pas trop. Si jamais c'est le cas, il ne faut pas hésiter à aller revoir le webinaire. Alors, je remonte les questions. D'accord. Alors, le contour progressif, à quoi sert-il? Eh ben, c'est tout simplement. Alors, attendez, je retourne. Le contour progressif, vous voyez là mon pinceau bleu. Regardez, j'ai le contour progressif qui est réglé à peu près à 50%. Maintenant, regardez, je le règle à 0 et je le règle maintenant à 100%. En fait, vous allez tout simplement modifier le bord du pinceau, la manière dont il diffuse la correction dans l'image. Donc, plus la valeur est élevée et plus l'effet est diffus et plus la valeur est réduite. Si on va à 0, là, vous voyez, c'est des bords carrément francs. C'est-à-dire que là, je peins comme si je passais un marqueur dans l'image. Alors, pour obtenir l'onglet Nick Collection, en fait, il n'y a pas d'onglet Nick Collection, en fait. Hein, vous avez tout simplement, je vais remonter l'explorateur d'images. Vous avez le bouton Nick Collection ici qui s'affiche. Et quand vous cliquez dessus, vous avez
le sélecteur de plugins qui vous permet d'aller chercher les les différents plugins à votre disposition. Donc voilà, c'est tout simplement le bouton qui s'installe ici à cet endroit. D'accord? Alors, ensuite, alors, attends, j'essaye de remonter les questions au tout début. Alors, ne pas avoir trop de bruit si jamais vous travaillez sur les ombres et le noir. Eh bien, l'astuce, en fait, il n'y en a pas vraiment, c'est que je laisse faire les algorithmes DxO Photolab qui sont extrêmement performants, aussi bien en mode haute qualité, rapide, qui permet de voir les effets en temps réel dans l'image. Si vous passez par Prime, évidemment, vous ne verrez les effets que dans la petite fenêtre de prévisualisation ici à droite, mais ça permet quand même déjà de travailler, sauf que Prime ralentit pas mal le flux de travail parce que les calculs sont extrêmement intenses. Alors, les fameux fichiers RAF. Alors, les fichiers RAF ne sont donc les fichiers de capteur Xtrans de Fuji ne sont pas pris en charge par DxO Photolab. Et si vous essayez de prendre le programme en traîtrise en faisant une conversion DNG puis en important dans Photolab, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc DxO ne traite pas les fichiers Xtrans. Alors évidemment, c'est très réclamé par les utilisateurs Fuji depuis un moment. DxO s'est expliqué plusieurs fois ce propos. Je ne vais pas revenir non plus dessus. Si vous voulez voir ça un jour dans DxO Photolab, il est clair qu'il faut manifester votre demande, faire bombarder DxO de demandes. C'est aussi une question de marché, hein, évidemment. Donc voilà, je peux pas vous dire autre chose. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour hein, de traiter les fichiers Xtrans dans Photolab. Alors la balle est dans votre camp. Alors sirop pour la toux sans alcool, bien sûr. Oui, bah, ici j'ai le choix entre Château Latour, Mouton Rothschild ou Lafite Rothschild, donc ça va. Merci. Christian de Lacano. Alors Christian de Lacano. Coucher de soleil, atténuer le rouge et les rayons. Eh bien ça, on peut le faire évidemment avec le pinceau, avec le filtre gradué, avec les réglages locaux. Et vous allez dans l'égaliseur et vous peignez sur cet endroit de l'image, par exemple, et après vous réduisez la vibrance ou la saturation. Et pour l'outil, sinon vous avez l'outil TSL et la DxO Color Wheel qui vous permet d'agir également sur les couleurs de manière sélective. Donc la Color Wheel, on l'a présenté en webinaire il y a quelques temps, et donc cette Color Wheel qui permet d'agir sur, par exemple, des portions d'image. Regardez, je vais sur cette photo. Là, j'aimerais renforcer le bleu du ciel. Je clique sur la pastille bleue pour sélectionner le canal bleu. Bon, je peux régler la plage aussi, la diffusion, et je prends mon curseur saturation. Vous voyez, je renforce ou je modifie mon bleu du ciel, et avec le curseur luminance, par exemple, je lui donne plus de densité. Donc ça, c'est également une possibilité que vous avez pour faire de la photo de paysage, effectivement. Alors, l'horizon de travers fréquent pour les gauchers visant avec l'œil gauche, eh bien moi je suis droitier visant avec l'œil gauche, donc ceci explique peut-être cela. Alors, pour les panneaux, je pré-traite image par image, puis les assemble avec autopanneau, etc. Donc, vous faites le contraire. Bon, c'est pas le sujet du soir, mais moi, mes images, pour les faire venir dans Photolab, je suis bien obligé de les sortir en TIFF. Donc, je travaille en TIFF et mon ordinateur est tout à fait capable d'encaisser de tels fichiers sans aucun problème. D'accord? Alors, pourquoi ne pas utiliser un filtre gradué? Alors, on a vu un petit peu plus tard pourquoi. Alors, pourquoi aller directement à les points de contrôle pour faire du réglage du ciel, qui était plutôt qu'utiliser la color wheel? En fait, non, je suis pas d'accord parce que le réglage, les corrections sur le ciel de cette photo avec la cabane ou le carrelé, comme vous voulez, c'était pour jouer sur la densité, les contrastes et les détails du ciel. Là, la color wheel, c'est vraiment pour la couleur. Sur Mac,
pas de clic droit pour le filtre gradué. Tiens donc, regardez, je vais dans mon image, j'active les réglages locaux, je vais dans mon image ici, clic droit dans l'image et j'ai bien mon filtre radial, pardon, mon menu radial qui me permet de sélectionner mon filtre gradué. Voilà. Alors, je continue. Dans les viewpoints, à quoi sert le signe moins? Alors, dans les viewpoints, le signe moins, en fait, c'est quand vous posez un point de contrôle pour protéger votre image. Vous voyez, j'appuie sur la touche Alt Option ici et regardez, je vais mettre ici à gauche, je clique comme ça, comme si en fait, là, j'applique un point de contrôle de protection. En fait, regardez, je vais aller dans Exposition, je vais éclaircir de manière exagérée le ciel et regardez, je n'agis que sur cette partie du ciel. Bon, il y a forcément un petit peu de diffusion, mais regardez, cette partie du ciel avec le point de contrôle négatif est protégée. C'est-à-dire c'est une protection et ça existe dans les points de contrôle et les viewpoints dans la suite Nik Collection depuis très longtemps déjà. On a la possibilité de poser des points de contrôle négatifs, donc de protection. Alors, j'ai une tablette Wacom, pardon. Alors, vous êtes utile. Je ne répondrai pas à la question parce que moi, je n'utilise pas de tablette. Franchement, ça, c'est à chacun de voir. Hein. Alors, pour le Nikon Z7 et les profils, non, à mon avis, je pense que DxO fait quand même ses propres profils, à mon avis. Mais ça, c'est une question intéressante que je ne manquerai pas de poser. Alors, est-ce que Finpak est intégré? Non, Finpak n'est pas intégré, hein, c'est un logiciel différent. Il y a deux pinceaux dans les réglages locaux, tout à fait exact. Alors, l'autre pinceau, c'est le pinceau automatique. En fait, il permet tout simplement de sélectionner grossièrement une zone dans l'image pour appliquer une correction qui va ne s'appliquer justement qu'à cette zone de l'image et pas sur les zones adjacentes. C'est-à-dire que le masque automatique va tout simplement détecter les composants de l'image, hein, très grossièrement, et les identifier et appliquer la correction à cet endroit-là et pas à côté. Par exemple, si vous utilisez le masque automatique sur une voiture rouge, par exemple, que vous peignez grossièrement autour, vous pouvez changer la couleur ou modifier la couleur de la voiture et ça restera dans les limites dans les contours de la carrosserie. Voilà. Alors, DxO devait faire une annonce en mai sur une nouveauté. Avez-vous des news? Je ne suis pas au courant, et y compris sous la torture, je ne parlerai pas. Voilà. Donc, désolé. Alors, quelle différence entre micro-contraste et détail? Alors, le détail, c'est des composants d'image et le micro-contraste, c'est tout simplement les écarts de luminosité au niveau de ces détails. Voilà, je fais du Jean-Pierre Pernaut, vous voyez. Différence de réduction HQ et Prime. Alors ça, je l'ai donné auparavant. Hein, la réduction de bruit haute qualité, c'est un traitement de bruit standard qui privilégie la rapidité et qui vous permet de voir les effets en temps réel sur l'image entière, tandis que Prime va tout simplement analyser le contenu de l'image et va préserver les détails et les couleurs, la saturation des couleurs, et ça exige beaucoup plus de puissance de calcul, donc le flux de travail sera plus lent. Voilà, alors, ensuite, est-il possible de... Voilà, non, vous n'avez pas la barre masque entre l'image et les vignettes. Étrange. Alors si c'est étrange, donc c'est cette barre ici. Bah, écoutez, relancez votre logiciel. Sinon, si c'est vraiment le cas, si c'est pas une erreur, support technique, ils sont très réactifs. Voilà, écoutez, il est 8h moins 10 et je vous propose d'en finir pour ce soir. Donc merci pour votre participation. Comme toujours, vous avez été nombreux, donc pour un public français qui reste quand même très limité par rapport au marché anglo-saxon en termes de nombre de personnes susceptibles à participer à ce genre d'événement. Donc je vous souhaite de profiter de votre week-end prolongé et n'oubliez pas que
le virus, ce n'est pas fini, donc je vous redonne les recommandations d'usage. Faites bien attention à vous, respectez les règles. Et maintenant, bon, vous pouvez quand même sortir faire des photos, c'est déjà une bonne chose. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée.